Le français par la méthode nature. Rédigé par l'auteur Arthur M. Janson. Chapitre 33. 33e chapitre. L'arrivée à Marseille. Quand le Maroc arrive à Marseille, dans la matinée du samedi, il fait très beau. Le soleil brille dans un ciel bleu. Une grande foule est rassemblée sur le quai. On attend le Maroc depuis 1 heure. Le navire aurait dû être à Marseille vers 10 heures. Mais à cause de la tempête et du jeune homme qui est tombé à la mer, il a 1 heure de retard et n'arrive à Marseille que vers 11 heures. Presque tous les passagers sont sur le pont et beaucoup font des grands gestes aux personnes rassemblées sur le quai. Beaucoup ont des amis ou des parents parmi la foule qui attend. Marianne, Fatima et les enfants sont naturellement au bastingage. Et les enfants saluent eux aussi la foule. À côté d'eux, une dame d'une 60aine d'années semble avoir des amis parmi ceux qui attendent, car elle appelle « Hélène, Hélène !» et fait des gestes de la main à quelqu'un sur le quai. « C'est ma fille !» explique-t-elle à Marianne. « J'ai été voir une de mes filles qui est mariée à Casablanca. Et Hélène, c'est mon autre fille. » Marianne sourit et la dame continue à faire des gestes de la main à sa fille. « Elle m'a vue !» dit-elle tout à coup et, en quittant le bastingage, « Je vais me dépêcher de descendre. Au revoir, madame. »« Au revoir, madame, » répond Marianne et la dame s'en va. À ce moment, Fatima dit « Ce monsieur qui semble nous appeler, n'est-ce pas monsieur André ?»« Oui, c'est l'oncle André !» s'écrient les deux enfants en même temps, et ils se mettent à crier « Oncle André! Oncle André !»« André à Marseille ! Quelle surprise !» s'écrie Marianne. « Et moi qui le croyais à 1000 kilomètres d'ici, chez mon beau-père à Villebourg ou à Paris. »« C'est très gentil d'être venu jusqu'à Marseille, » dit Fatima. « C'est plus que gentil, » dit Marianne, et ajoute « Mais il a toujours été un bon camarade. Maintenant, venez vite. Nous allons nous dépêcher de descendre. Nous aussi. » Des matelots ont justement fini de mettre en place les passerelles. Les premiers passagers commencent à descendre du navire. En arrivant devant la passerelle du pont de première, Marianne, Fatima et les deux enfants rattrapent la vieille dame que sa fille Hélène attend sur le quai. La dame leur sourit et demande « On vous attend aussi ?»« Oui, » répond Marianne. « Un cousin que je croyais à 1000 kilomètres d'ici. Quelle jolie surprise !» dit la dame. Et sur ces mots, elle commence à descendre. Nos 4 amis la suivent. André est debout à côté de la passerelle par où ils descendent. Il les suit du regard en souriant à sa cousine. Tout à coup, la vieille dame pousse un cri et tombe. Immédiatement, une dizaine de personnes au moins courent l'aider. La pauvre dame paraît s'être fait mal, car elle reste couchée sur le côté, sans remuer. « Oh !» dit-elle. Puis elle appelle « Hélène !»« Me voilà, maman !» dit sa fille qui est arrivée elle aussi en courant. Puis elle se met à genoux à côté de sa mère et lui demande « As-tu mal, maman ?»« Non, » répond la vieille dame, « mais je ne peux pas remuer le bras droit. Je crois que je me le suis cassé en tombant. »« Ne dis pas cela, maman, ce serait vraiment trop de malchance, » dit sa fille. Et André, qui est monté lui aussi pour aider Marianne à descendre, « Cela n'est pas facile, à cause de la foule qui s'est formée autour de la pauvre dame, » dit lui aussi. Quelle malchance! Juste au moment où cette pauvre dame rentrait en France d'un si long voyage. Mais faudrait un docteur. N'y a-t-il pas un docteur? Ici, répond une voix, et un jeune homme s'approche à travers la foule. Il se met lui aussi à genoux auprès de la dame et lui demande « Avez-vous des douleurs, madame ?»« Non, » répond la dame, « je n'ai aucune douleur, mais je ne peux pas remuer le bras droit. » « Croyez-vous qu'il est cassé, docteur ? » « Je ne peux pas le dire avant de l'avoir vu, madame, » lui répond le jeune docteur. Puis aux gens rassemblés autour d'eux, « Il faut porter madame dans sa cabine. Faites un peu de place, s'il vous plaît. »« Oui, naturellement, » dit alors André à sa cousine. « Que faisons-nous ici? Descendons vite. »
Le train n'attendra pas longtemps. Il est déjà 11h20. Il part dans une vingtaine de minutes. Et il descend avec Marianne sur le quai, suivi de Fatima et des enfants. Pendant que la pauvre dame est portée dans sa cabine, Marianne se retourne un instant pour voir si le porteur qui a pris leurs valises les suit. Il est juste derrière eux et demande, pour être sûr. « Le train de Paris, n'est-ce pas, madame ?»« Oui, oui, lui répond Marianne. « Alizé. » Nous vous suivons, puis elle se retourne vers André, qui lui a pris le bras. « André, quelle belle surprise tu nous as faite !»« Mais comment as-tu eu l'idée de venir jusqu'à Marseille ?»« C'est très simple. J'ai eu grande envie de te revoir. Une si grande envie que j'ai tout à coup décidé de prendre le train de Marseille et me voilà. »« Quelle bonne idée !» disent les deux enfants derrière lui. Et en riant, tout le monde s'en va vers le train. À quelques centaines de mètres de l'endroit où est le Maroc, il y a une gare pour les voyageurs qui viennent en bateau. Le porteur avec les valises de Marianne est déjà devant un wagon de première classe, où il a vu un compartiment libre. Il monte dans le wagon, suivi de nos voyageurs. Le porteur met les valises en place dans le compartiment, et Marianne lui demande « Combien est-ce que je vous dois ?»« Cela fait 200 francs, madame. » lui répond le porteur. Marianne veut le payer, mais son cousin l'arrête et paye à sa place. Marianne proteste. « André, vraiment, je ne veux pas que tu payes pour moi. » Mais son cousin lui sourit et ne la laisse pas continuer. Elle est si jolie en ce moment qu'il se demande un instant s'il ne peut pas se permettre de l'embrasser. Après tout, Marianne est sa cousine. Mais devant Fatima, il préfère ne pas le faire. Il dit seulement « Ma chère cousine, c'est très simple. À partir de ce moment et jusqu'à notre arrivée à Villebourg, c'est moi qui paye. Sommes-nous d'accord ?» Cette fois-ci, la jeune femme ne proteste pas. Elle lève les épaules avec un petit geste des bras et dit en souriant « Tu es le plus fort. » Cela a toujours été comme ça. Quand tu veux vraiment quelque chose, il est impossible de te résister. Et elle dit cela avec un sourire si gentil que le jeune homme ne peut plus, lui, résister à l'envie qu'il a d'embrasser sa cousine. Mais il fait cela si gentiment que Marianne trouve son geste tout à fait naturel. Ils rient tous les deux, et le jeune homme s'écrie « Que tu es gentille, Marianne. Si un jour tu étais fatiguée d'être seule, je… » Mais il se souvient soudain qu'ils ne sont pas seuls, et s'arrête. Quelques instants plus tard, quand Fatima et les deux enfants sont sortis du compartiment, Marianne ne peut s'empêcher de demander à son cousin « Que voulais-tu dire par ta phrase de tout à l'heure ?» Le jeune homme devient tout à coup très sérieux, puis murmure en regardant ailleurs « Je te raconterai cela une autre fois. » La jeune femme comprend alors qu'elle n'aurait pas dû poser sa question. Elle pense « Et moi qui me croyais toujours si sûre, avec André. Va-t-il vraiment tomber amoureux de moi? J'espère bien que non. » Mais à y bien penser, cela n'est pas une grande surprise pour la jeune femme. Elle a depuis quelque temps le sentiment qu'André ne la regarde plus tout à fait comme une parente, mais comme une jeune femme dont on peut très bien tomber amoureux. Non, Marianne n'est pas surprise. Cela devait bien arriver un jour, mais quand même. Comme elle ne dit rien, André lui demande « Dis, Marianne, tu n'es pas fâchée, j'espère. »« Oh non, André, pourquoi serais-je donc fâchée? Mais où sont les enfants et Fatima? Il y a 10 minutes qu'ils ont quitté le compartiment. C'est vrai, dit André. Où sont-ils? Fatima, qui entre en ce moment même dans le compartiment, dit qu'elle croyait que les enfants étaient avec Marianne et André. Ils étaient allés avec elle jusqu'à l'autre wagon, puis ils l'avaient quitté en courant dans la direction de leur compartiment. « Je suis nerveuse, dit Marianne. Le train peut partir d'un moment à l'autre, et ils ne sont pas avec moi. » Et comme à ce moment le train se met en marche, elle pousse un cri d'angoisse. « Mes enfants !» André, fais arrêter le train vite. Ils sont restés sur le quai de la gare. Et André s'est déjà levé et se prépare à faire arrêter le train, quand les deux disparus apparaissent accompagnés des deux autres enfants de leur âge. Ce sont Georges et Liliane, leurs nouveaux camarades du Maroc.
Chez une autre femme, l'angoisse aurait maintenant fait place à une grande colère. Mais Marianne est si heureuse de voir apparaître ses enfants qu'au lieu de se mettre en colère, elle les embrasse comme si elle ne les avait pas vus depuis des mois. C'est ainsi que chez elle, l'angoisse fait souvent place à une grande tendresse. Il est vrai qu'après avoir embrassé les enfants, elle leur demande pourquoi ils se sentent si mal conduits et leur dit qu'elle est très fâchée. Mais Jeanne et Arthur savent bien qu'elle n'est pas sérieusement fâchée. Et pour lui faire entièrement oublier sa peur, ils se dépêchent de lui raconter qu'ils ont retrouvé Georges et Liliane sur le quai de la gare. Juste avant de monter dans le wagon, et qu'en quittant Fatima, ils avaient couru dans le wagon où se trouvait le compartiment occupé par leurs camarades et leurs parents. « C'est bien, leur dit Marianne, mais maintenant, promettez-moi de ne pas descendre du train quand le train s'arrêtera dans la prochaine gare. Je serais même très contente si vous me promettiez de rester près du compartiment. »« Bien, maman, » lui promettent Arthur et sa sœur. « Nous resterons debout dans le couloir. »« Merci. » Et les 4 enfants sortent en riant dans le couloir, où ils restent debout à regarder la campagne que le train traverse, les maisons, les gens, les animaux et toutes les autres choses que l'on voit d'un train en marche. Peu après, Fatima sort elle aussi dans le couloir et se met à une autre fenêtre. Elle pense à tout ce qui l'attend en France. Elle est contente, mais elle a aussi un peu peur. Pendant que Marianne parlait aux enfants, et maintenant, pendant que lui et elle se parlaient calmement, André regarde en lui-même et comprend que l'amitié qu'il avait toujours eue pour sa cousine a vraiment fait place à un grand amour. Et à y bien penser, il n'est pas surpris. N'a-t-il pas quelques jours plus tôt raconté à M. Doumier qu'il était tombé amoureux de sa cousine le soir même où elle a connu Henri? N'est-ce pas à partir de ce soir-là que son cœur a commencé à battre un peu plus fort chaque fois qu'il s'approchait de sa cousine? Il a toujours essayé de ne pas y penser, mais il comprend maintenant que cela ne sert à rien de résister. Et André sent une grande tendresse monter en lui. « André, je te parle et tu ne réponds pas. Tu rêves ?» La voix de Marianne lui semble venir de loin, comme si elle n'était pas là, tout près de lui. « Pardon, Marianne, je rêvais, c'est vrai. Mais à quoi rêvais-tu donc pendant que je te parlais ? » « Oh, je ne sais pas, je crois que je rêvais à Casablanca, aux fleurs de ton jardin, à toi aussi. Quelle idée de rêver à moi quand nous sommes assis l'un devant l'autre, » dit Marianne en riant. Et André rit lui aussi. Il décide de ne plus penser à tout cela, au moins de ne pas y penser avant d'être arrivé à Villebourg.